un mot simplement sur Nice, parce que je rebondis sur ce que vous disiez. Tous les candidats qui ont frayé avec la Macronie, et c'est encore une des victoires d'Emmanuel Macron, ça leur a pas porté chance, manifestement. Et Estrosi, il est en très grande difficulté. Mais on a, alors je sais pas si c'est vrai, paraît-il que M. Lecornu a appelé la liste, mais de quoi se mêle M. Lecornu, quoi. Enfin, et même, il paraît que c'est même remonté jusqu'à l'Élysée. Mais enfin, de quoi se mêle la Macronie? C'est pas on leur demande pas de faire l'élection à Nice. Oui, mais ils veulent les listes vivantes là où c'est possible. Bon, alors, et paraît-il que donc M. Lecornu aurait appelé la candidate écologiste pour qu'elle se retire, c'est bien ça? Bon, elle a pas. Non, enfin, elle a même appelé elle à ce que. Ça s'appelle des. Si c'est vrai. Non, mais oui. Si c'est vrai, je l'ai lu, mais c'est des magouilleurs. C'est simplement la réactivation espérée d'un front républicain qui a fonctionné en 2004. C'est exactement la même chose. Mais ils ont inventé la honte. C'est quand même une immixtion d'exécutif. Voilà, la Macronie a inventé la honte, si c'est vrai. Je rappelle que le Premier ministre Gabriel Attal, à l'époque, était l'architecte de ce barrage républicain. Donc ça ne m'étonnerait pas que le Premier ministre actuel reproduise la même chose. Cette dame, elle l'a confirmé, cette dame, qui aurait eu des coups de fil non, je ne l'ai pas vu confirmer ça. Bon, ils sont en train d'essayer de sauver le soldat Estrosi. Mais l'opération Desperado là, pour Christian Estrosi, qui a publié une tribune pour appeler au barrage contre le péril fasciste à Nice, donc contre Éric Ciotti, qui a la grande chance de l'emporter, et il convoque des militants associatifs, mais vous des savez où il a commencé, Christian Estrosi? Oui, bien sûr. Vous savez où il a commencé? Il a commencé au Front National de Jean-Marie Le Pen. Ah oui. De quoi il parle? C'est ça qui me. Il a commencé au Front National de Jean-Marie Le Pen. Éric Ciotti était son directeur de cabinet. Vous êtes sûr de ça? Oui, il a commencé au Front National. Mais c'est pas ça, alors, surtout la bonne réponse. Encore de ma part. Surtout, c'est pas un péril fasciste, Éric Ciotti. Il a commencé au RPR. Au RPR. Il était au RPR, il était au Front National. Non, je crois pas. Estrosi, non. Écoutez, alors je me trompe. Il était très à droite dans les débats parlementaires. Je vais vérifier. Il a une tête de cochon. Non, mais surtout, ce qui est marrant, c'est que juste avant le premier tour, Christian Estrosi a fait une tournée dans les quartiers de Nice pour aller essayer de se rappeler au bon souvenir de certains électeurs qu'il avait pu offenser, par exemple, au hasard, en mettant le drapeau israélien sur l'hôtel de ville de Nice. Il est allé leur dire, écoutez, peut-être que ça a été mal interprété, etc. Donc on voit qu'il est dans une opération un peu désespérée, Christian Estrosi. La réalité, c'est que Éric Ciotti a fait une bonne campagne et que son positionnement politique aujourd'hui répond vraisemblablement au positionnement politique de la ville de Nice. C'est ça la réalité aujourd'hui. Dans la continuité des élections législatives, vous avez remporté les votations. Bon, il a été, alors franchement, qu'il me pardonne, il a été au RPR de 83 à 2002, à l'UMP de 2002 à 2015, et il était à LR. Et pourquoi je dis cela? Non, ça n'a jamais été le cas. Écoutez... c'est rectifié, c'est bon. Non, mais c'est rectifié, mais vous avez parfaitement... Non, il n'était pas au RN, ni au FN, mais c'est vrai que dans les débats parlementaires sur les questions de sécurité et de justice, moi je l'ai beaucoup affronté, il était très, très, très à droite. Il était à la droite du RPR. Il était plus sarkozyste que Sarkozy. La lance de fer de Sarkozy, bien sûr. Bon, Christian, voilà. En 1998, lors des élections régionales en Provence-PACA, Christian Estrosi, alors RPR, a été partisan d'un accord avec le FN pour empêcher la gauche socialiste de prendre la présidence du Conseil régional. Il a tenté de négocier un soutien ou une entente d'appareil avec Jean-Marie Le Pen et le FN, mais cet accord n'a finalement pas abouti. Le FN a maintenu ses candidats. C'est pour ça qu'il y a une confusion dans ce que je disais. J'avais un souvenir, j'aurais dû vérifier. Effectivement, on doit toujours vérifier. Parce que Éric Ciotti a rappelé ça l'autre jour dans un débat. Il a dit que Estrosi était allé négocier avec Le Pen dans l'hôtel Mercure de Marseille au moment des régionales. Il n'a jamais, alors que les choses soient claires, il n'a jamais été membre du Front National, FN devenu RN, ni n'a milité au sein de son parti. Simplement, il a été partisan d'un accord avec le FN pour empêcher la gauche socialiste. Parce qu'à l'époque, c'est eux qui pouvaient l'aider à gagner. Exactement. Aujourd'hui, c'est la gauche, donc il est plutôt de gauche. Bon, vous voulez l'écouter, monsieur Estrosi? Écoutons-le. Le seul qui puisse faire aujourd'hui obstacle au Rassemblement national, à l'ultra-droite, à l'extrême droite, c'est la candidature que je porte avec l'ensemble de mon équipe. J'ai mené bien d'autres campagnes où j'ai toujours été un obstacle au Rassemblement national en toutes circonstances. Il n'y a que 15 000 voix à rattraper et nous serons vainqueurs dimanche prochain. Bon, il n'a pas toujours été un obstacle au Rassemblement national parce qu'à un moment, il voulait négocier avec. Mais bon, c'est pas grave. Et là, il est en t-shirt, ça dit tout finalement. Il parle à la gauche, dans sa tête, il se dit, je vais mettre un t-shirt, ça fait peut-être un peu plus cool pour parler à la gauche. Il est déjà Je suis sûr que c'est ça.
On dirait qu'il est en pyjama déjà bien couché. Non, en fait. Bon. Non, mais c'est tout à fait étonnant. L'affaire du t-shirt, vous avez parfaitement raison. Ouais. Non, mais alors, c'était moi qui disais ça, je rends à César. Non, mais au-delà de ça, tous ces candidats, parce qu'au-delà du fait qu'il ait voulu une alliance il y a X années avec le Front National pour l'emporter, etc., aujourd'hui, il s'adresse donc aux électeurs, potentiellement, soit ceux qui n'ont pas voté, soit ceux qui ont voté Éric Ciotti. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres villes. La droite s'adresse aux électeurs de ceux avec qui ils ne pensent même pas commencer à discuter éventuellement sur des points municipaux, je rappelle. Et ils expliquent à tous ces électeurs, attendez, il y a un péril pour lequel vous avez voté, mais vous, on vous sépare de ce péril, ça n'a rien à voir, on a besoin de vous. Mais je veux dire, ils n'ont pas à faire un ramassis de gamins de 2 ans attardés mentaux. Donc il y a une distinction qui est faite entre les électeurs et la proposition vers laquelle ces électeurs se sont tournés, qui est complètement artificielle elle aussi, et qui prouve, franchement, qu'ils n'y croient pas une seconde. Ils voient quel est le plus offrant pour la victoire, et donc en fait, mais simplement, ils ne sont pas capables d'aller au bout. Là, c'est une entreprise désespérée, il faut le comprendre. On voit d'ailleurs qu'il est désespéré. Toutes ces dernières déclarations sont pathétiques. Il est désespéré parce que, comme ça a été rappelé par vous et par Thomas, il ne sait rien faire d'autre. Il ne sait rien faire d'autre que ça. Pardonnez-moi. Donc, évidemment, c'est encore autre chose, parce qu'il a un certain âge quand même, et il pourra prendre sa retraite. Il a déjà la psychologie. Non, la psychologie, c'est sa retraite. Il a passé 70 ans. Ils sont tous comme ça. En fait, ils sont accrochés viscéralement à leur fonction. Leur vie tourne autour de ça. C'est important de l'avoir en tête aussi. Moi, non. Vincent Hervé, je voulais dire quelque chose. Et après, on parle de Roubaix. Qu'il y avait déjà laissé sa chemise, mais tout le monde a pu s'en rendre compte. Tout ça avant de prendre une veste. Oui, voilà. Bon, allez, Roubaix, on va voir le sujet de Chloé Tarka, analyse d'un vote à Roubaix, c'est assez intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est d'écouter les témoignages à l'intérieur de ce reportage que vous allez entendre. Ça en dit long, effectivement, j'allais dire, sur les électeurs et sur les Français qui votent. Sur leurs attentes, oui. Exactement. Ils disent avoir voté avant tout pour l'homme. Le député insoumis David Guiraud, arrivé largement en tête dimanche, est favori pour faire basculer Roubaix et reparti en campagne hier. Nous nous sommes posé une question. Comment expliquer cette percée de la France insoumise dès le premier tour dans cette ville ? Cet habitant qui réside à Roubaix depuis 48 ans a voté Guiraud. Il se dit pourtant électeur de droite depuis toujours. J'étais chiracien, j'ai été voté Guiraud juste pour son intervention qu'elle avait fait contre Meir Habib. Une altercation qui remonte à mai 2024. Le député insoumis avait alors traité son collègue franco-israélien de porc, des propos portés devant la justice. Mais pour cet électeur, son vote repose aussi sur le rejet d'un communautarisme musulman qu'il estime s'être installé progressivement dans la ville. Il n'y a pas de diversité. Avant, vous avez des fleuristes, des boulangers, des poissonniers, des fromagers. Vous avez différents commerces. Et là, que notre communauté. Prenez la rue piétonne, il n'y a que des kebabs, snacks, kebabs. Un autre élément clé de la campagne de David Guiraud qui a su convaincre les habitants, les solutions concrètes qu'il propose pour lutter contre l'insécurité. Il n'y a que David Guiraud qui a réussi à nous expliquer qu'il allait mettre en place des antennes dans chaque quartier pour aller à la rencontre de ces jeunes qui parfois sont délaissés, ces jeunes qui parfois ne se sentent pas écoutés. Et pas seulement, voilà, on va mettre en place de la police de proximité. Une campagne qui a su convaincre de nouveaux électeurs. Je n'ai jamais voté extrême, mais justement, David Guiraud ne s'est pas présenté comme un extrême. Il a vraiment parlé à un plus grand nombre et ça a marché. Si David Guiraud l'emporte au second tour, Roubaix deviendrait la deuxième plus grande commune dirigée par la France insoumise. C'est toujours intéressant d'écouter les gens. Par exemple, ce monsieur, il vote Guiraud parce qu'il veut lutter contre le communautarisme. Donc lui, il vote Guiraud. Il trouve que c'est le meilleur candidat. Et il dit aussi que c'est l'altercation entre David Guiraud et Meir Habib qui l'a convaincu. Oui. Ce qui prouve une chose, c'est-à-dire que toutes les dérives de la France insoumise ne repoussent pas les électeurs. Au contraire. C'est sur ces dérives-là et sur ces dérapages ou sur ces propos que s'agrège justement une partie de l'électorat. Mais ne me forcez pas à repasser Jean-Luc Mélenchon pour la 4e fois comme abonné. Ne me forcez pas à ça. Avant la fin de l'émission, je pense que ce serait ne me forcez pas à ça. Pascal, je peux vous raconter André Valény. Une petite anecdote qui vous montre que les motivations des électeurs sont parfois assez compliquées à comprendre. J'étais candidat au cantonal il y a quelques années, dans le canton dont je suis toujours l'élu, et je vois une dame qui me reconnaît de l'autre côté de la rue, je traverse, elle était sous un abribus. Elle me dit « Ah, monsieur Valigny, alors ça y est, vous êtes candidat à nouveau ?» Je dis « Bah oui, vous allez voter pour moi ?» Elle me dit, et j'étais au gouvernement à l'époque, hein.
J'étais membre du gouvernement. Elle me dit « Ah ben il y a intérêt que je vote pour vous. Il faut les virer tous là-haut. Hein. » Je dis « Mais oui madame, vous avez raison. » Ça rend démocrate. Bon, monsieur Bagayoko. Juste sur Joseph Massescaron. Ce que vient de dire Thomas, où il parlait justement de la manière dont Guiraud avait parlé de Meyer Habib. Moi, je suis persuadé que la meilleure arme contre LFI, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas l'indignation morale. Ce n'est pas l'indignation morale. Parce que l'indignation morale, ça c'est ce que nous apprend le premier tour des élections municipales. Ça ne va pas très loin. Bon, je ne veux pas relancer la politique Estrosi, mais évidemment, il y a beaucoup de messages qui viennent, qui me disent, vous avez raison, avant de rejoindre l'UMP, au début de sa carrière, il a milité pour le Front National. Mais, bon, alors après, c'est à vérifier, c'est GPT. Bon, il n'est pas un jour de cotisation. Bon, il a milité, bon, on ne sait pas. Le RPR. Oui, bah, c'est ce que je vous dis, mais avant. Il était même dans la liste municipale de Jacques Médecin. Oui. On l'appelait le bébé médecin parce qu'il mais ça, c'était ses premières armes avec Jacques Médecin. Je suis d'accord avec vous, ça c'est ses premiers pas. Et c'était avant. Je vous rassure, de toute façon, aujourd'hui, on nous explique dans la bouche de certains Moudin qui était un péril fasciste. Donc, si vous voulez, le RPR, c'est fini. Hein. À suivre. Bon, monsieur Bagayoko, très intéressant, monsieur Bagayoko, parce que il y a 150 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Non. À Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis. 150. Vous savez combien ont voté? 13 000. Simplement 13 000. C'est pas vrai. 13 000. Pour lui, 13 500. 13 500 pour lui. Vous savez qu'il y a un tiers des habitants simplement qui sont les électeurs. Un tiers des habitants sur 150 000 sont des électeurs potentiels. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et un tiers de ceux-là a voté. Voilà. Et à l'arrivée, il est élu avec simplement 10%. Il y a 150 000 habitants, il y a 13 000 personnes qui ont voté pour lui. Incroyable. Et il est maire, monsieur Bagayoko. Alors, on va l'écouter. Il revendique 150 nationalités à Saint-Denis. Pourquoi? S'il y a 150 000 habitants et qu'il y en a un tiers seulement qui sont français... Un tiers électeurs. Ça en fait plus que 50 000. Oui. Et donc, s'il en a 13 000, il est à 30%, plus de 30%. Bah oui. Mais ça fait quand même 10% des habitants. Il a fait 50% il y a 150 000. Il y a 150 000 habitants. Ce que vous dites, c'est juste. On a tous les deux tous les jeux. Mais en fait, il y a 50 000 personnes qui peuvent voter. Oui. 25 000 sont allés voter, c'est-à-dire il y a eu un peu moins de 25 000 et 42% de participation. Et la moitié il a fait donc il a fait 50%. Il a fait exactement. Il a fait. Alors écoutez, monsieur Bagayoko, écoutez ce qu'il dit. Cette nouvelle France, c'est bien sûr celles et ceux qui sont héritiers de l'immigration. Moi, j'aime pas trop le terme racisé. Ce sont celles et ceux, en fin de compte, qui sont les enfants de la République et qui l'assument en tant que tels et qui, en même temps, représentent aujourd'hui cette fierté qu'est la France et qu'on souvent on applaudit sur les terrains de foot, mais qu'on a du mal, y compris à pouvoir percer dans les lieux du pouvoir, comme être maire d'une ville importante comme Saint-Denis. C'est pas la ville des Noirs, c'est la ville donc des rois et du peuple vivant. C'est ça, en fin de compte, le terme complet, en fin de compte, qui a été rappelé. Et donc, du coup, c'est aussi, bien sûr, une diversité où il y a beaucoup de gens issus... Mais vous aimez pas le terme racisé? Oui, la France Insoumise l'utilise. Et donc, du coup, c'est pas parce que je suis membre de la France Insoumise, je suis fier de l'être d'ailleurs, que je suis forcément en adhésion totale, en fait, avec ce mot-là, parce que ça résonne différemment pour moi. Voilà, donc, je préfère héritier de l'immigration, parce que pour moi, c'est un héritage et que j'assume en tant que tel. Vous êtes maire de Saint-Denis ou de Gaza? Non, clairement, je suis maire de Saint-Denis et de Pierrefitte, et je suis aussi à la tête d'une ville qui est une ville humaniste. 150 nationalités d'origine différentes qui viennent quasiment des 5 continents. Donc forcément, ce qui se passe en fin de compte dans le monde a une résonance particulière sur Saint-Denis. Et c'était sur RMC manifestement ce matin, et vous avez entendu ou reconnu la voix de Apolline de Balherbe qui lui pose une bonne question. Vous êtes maire de Saint-Denis ou vous êtes maire de Gaza, puisqu'on va réentendre... il a été très clair dans la réponse. Mais oui, il ne va pas dire je suis maire de Gaza. Non, mais il aurait pu financer un peu, il a été très clair. Moi, je le trouve très bien, ce maire. Il n'est pas clair sur ses partisans. Pardon, André, franchement... Il est maire de LFI. Il y a un peu les étiquettes, regardez les hommes et les femmes. Ah bon, regardez les hommes et les femmes. Vous avez changé alors par rapport à tout à l'heure? Non, l'étiquette c'est une chose, mais d'ailleurs il s'est distancié de LFI, il a dit j'aime pas le terme racisé. Oui ou non? Non, il est pas mal ce type. Hier Pupponi était sur le plateau, il le connaît. Alors il est candidat. Parce que s'il n'est pas d'accord avec le terme racisé, c'est parce que lui il pense le coup d'après. C'est-à-dire il pense il pense à remplacer l'état-major de LFI. Ah bah oui. Bali Bagayoko, il est allié donc au Parti communiste. Il a remporté dès le premier tour la ville de Saint-Denis. Il s'agit de la deuxième plus grande ville d'Île-de-France après Paris, à 150 000 habitants. Derrière lui figure Mathieu
Mathieu Hanotin qui a réussi près de 33% des voix, puis Elsa Marcel, la candidate de la Révolution permanente qui a obtenu 7%. Alors la droite n'existe pas. À Saint-Denis, le fasciste était des socialistes en l'occurrence, Mathieu Hanotin. C'est contre lui qu'il fallait se mobiliser. Exactement. Également président de l'établissement public territorial Pleine Commune, Mathieu Hanotin avait en 2020 mis fin à 75 ans de règne communiste à Saint-Denis et était devenu ces dernières années la bête noire de la gauche radicale du département. Allez dire à monsieur Hanotin, qui est de PS, du camp où vous étiez, que monsieur Bagayoko, eh bien, je pense qu'il... Je dis que ce qu'il a dit n'était pas dénué de tout fondement. Mais attends, j'en suis sûr. Il a laissé quand même ses partisans chanter « Nous sommes tous enfants de Gaza ». Il va pas les empêcher de chanter. J'ai connu Édouard Balladur qui disait « Je me demande de vous arrêter ». Et je vais vous dire quelque chose. Un jour, ça c'est très intéressant ce que vous dites, un jour on a demandé à Éric Zemmour dans un meeting, il y avait quelque chose, c'était au Trocadéro, il y avait une voix qui avait dit quelque chose... Comment ? Macron assassin. Macron assassin. Macron assassin. Donc, une voix, il y avait une personne. Évidemment, toute la presse lui a fait un procès en disant « Vous n'êtes pas intervenu ». Je pense qu'il n'avait pas entendu. Il n'avait pas entendu. Bon. Donc, on peut parfois intervenir quand on est à la tribune. Donc, écoutons les enfants de Gaza via Saint-Denis. Bon, les alliances, évidemment. Alors, les alliances... Il est vraiment bien, hein. Ouais. André a raison. Oh, mais après, c'est pas lui qui chante. Oui, voilà, les gens sont ce qu'ils font. On va juger sur ce qu'il fera à Saint-Denis. Mais les alliances, Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen et Gabriel Attal ont écrit exactement le même tweet. Brest, Nantes, Limoges, Clermont-Ferrand, etc. Pour Marine Le Pen, ni les saillies antisémites, ni les appels à la violence politique et leur justification n'auront eu raison de la mission essentielle de la gauche la plus hypocrite de la guerre, sauver leur mandat. Et Gabriel Attal a dit « Les socialistes et la gauche s'allient avec la France insoumise, malgré les promesses et malgré les grandes déclarations. La France a plus que jamais besoin que les démocrates se tiennent debout, pas à genoux. » Oui, Charlotte ? Pas ça, pas lui. Oui, pas ça, pas lui. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la même chose quand il en avait besoin. Ah oui. C'est pas il l'a fait. Et Olivier Faure. Alors, Olivier Faure, c'est formidable. Franchement, voilà. Vous l'aimez beaucoup, hein ? Ah, mais d'abord, je le trouve sympathique. En général, je trouve que les gens sont sympathiques. Mais en fait, il est prêt à tout. Donc, c'est formidable, quelqu'un qui est prêt à tout. Donc, voilà, il est prêt à tout. Et il était hier sur le plateau de France 2, il comprend parfaitement. Et heureusement que c'est pas un accord national. Hein. Ah oui. Parce que si ça avait été un accord national, je peux vous dire que là, il y aurait des alliances partout. Là, il n'y a pas d'accord national. Et puis, c'est une fusion technique, André. On va pas... Mais non, mais attendez. Mais vous rigolez. Mais en fait, ils ont raison, excusez-moi. Bien sûr qu'ils ont raison. Ils vous expliquent, parce que la fusion technique, moi j'étais comme tout le monde, j'entendais ça, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc j'ai été voir. Bon, en fait, il s'agit d'un accord. Donc les gens n'auront à voter que pour une liste commune, ce qui augmente leurs chances. Oui. Et ensuite, dans le conseil municipal, ils le redeviennent eux-mêmes. Donc LFI reviendra à l'opposition. Bah, c'est malin de leur part, je ne peux pas dire autre chose, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Charlotte. Ce que je reproche peut-être, c'est-à-dire si tu es électeur de droite, c'est d'avoir la machine à perdre. Bah oui. Et la défaite volontaire avec les losers de la droite. C'est ça que tu peux reprocher. Et en fait, il y aura beaucoup plus de mais ça ne changera rien pour eux. Hein. C'est plus facile de les attendre au tournant, entre guillemets, sur le terrain moral, à l'échelle nationale, en effet. C'est pour ça qu'ils s'en sortent pas si mal. Bien sûr. Parce qu'à l'échelle municipale, ils peuvent vous justifier leurs accords sur des détails extrêmement techniques et municipaux. Mais ça pose quand même un problème quand le Parti Socialiste publie un communiqué il y a 10 jours pour dénoncer l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon et s'associe avec lui. Je veux dire, il s'associe donc de conscience à quelqu'un dont ils reprochent l'antisémitisme. Vous êtes un enfant. Oui, je suis assez proche de l'enfance. Vous êtes un enfant. Je peux pas vous dire autre chose. Non, je trouve qu'il y a quand même une posture morale aussi à. Enfin, moi, mais il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale chez ces gens-là. N'en cherchez pas. C'est local et c'est technique. N'en cherchez pas. Et j'attends ce que dira Madame Delga. Non, mais attendez. Elle était au maximum de ce qu'elle peut dire. Non, le maximum, c'est de dire moi je vote Moudingue. Elle ne le dira pas. Donc là, donc ça change rien. Donc alors qu'ils se taisent. À la limite, je préfère ceux qui pactisent parce qu'au moins ils sont sincères. Je ne peux pas vous dire autre chose. Madame Delga ou Monsieur Hollande, c'est pire. Parce qu'en plus, ça change rien pour eux et ils ont la posture morale. Au moins, les autres, ils vont à la gamelle et ils assument. Peut-être qu'ils y croient. Moi, je ne vais pas faire de procès en insincérité aux uns et aux autres. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à droite, le fait de s'empêcher de faire des accords depuis des années n'est pas une posture morale non plus. Hein.
C'est la trouille, c'est la peur de devoir le justifier, mais c'est pas moral puisque en privé, il y en a beaucoup qui ne disent pas exactement la même chose. Quand vous dites que Georges Fenech, vous n'allez pas vous... Georges Fenech, et après on écoute Monsieur Faure. On critique à juste titre ces accords de la honte, comme on les appelle. Mais est-ce qu'il vous vient à l'idée que, en tout cas moi c'est ce que je pense, qu'au fond il y a une grande partie de nos compatriotes qui ont voté et à qui ça ne gêne pas ces saillies antisémites, voyez-vous? À qui ça ne gêne pas? Ben oui, vous avez vu l'explosion des actes antisémites. À qui ça ne gêne pas tellement que le Hamas n'est pas considéré comme un groupe terroriste? À qui ça ne gêne pas qu'on veut le grand remplacement? Vous voyez, donc on critique les élites, mais vous êtes interrogé, est-ce que la France n'est pas en train de bouger? Bah oui, les électeurs, voilà. Georges Fenech a une illumination ce matin. La lucidité, il a une lucidité, tout d'un coup, la France est en train de bouger. Mais Georges, vous écoutez nos émissions de temps en temps? Je vous écoute. Vous êtes présent dans ce que nous disons? On parle que de Mélenchon et d'Olivier Faure. Et les électeurs. Mais vous avez pas. Et les électeurs. Mais les électeurs, vous avez parfaitement raison, Georges. Ah oui. Il se peut même que les électeurs aient changé. J'ai dit quelque chose de tout à fait acquis et naturel. Non, vous avez dit avec beaucoup de componction ce qu'on dit là depuis des mois. Il n'y a pas de... Je ne regrette pas d'avoir dit. Vous avez dit, madame, monsieur, écoutez, je crois que la France est en train de changer. Avec accord ou sans accord. Je vais vous dire quelque chose. Je me demande si les gens, finalement, ils ne sont pas contents lorsqu'on dit de l'antisémitisme. Je pense que ça leur plaît. Ben oui, évidemment. Mais c'est pour ça qu'ils le disent. C'est ça qui m'inquiète. Ça vous inquiète. Oui, c'est pour ça qu'il le dit, en fait. Mélenchon. C'est ce que vous a dit tout à l'heure, monsieur Joseph. Bien sûr. Mais il y a une part de naïveté. C'est ça qui est beau. Et de cœur pur également chez vous. Exactement. Cher Georges.